l'arrêt de traitement par thiopurine des patients en rémission profonde et prolongée peut être envisagé chez les sujets jeunes. Vous avez le risque du lymphome et doit être tenté chez les sujets âgés au-delà de 65 ans. J'ai en souvenir mes 6 patients qui ont dépassé 65 ans et j'ai voulu arrêter l'Immurel parce que je me dis c'est un âge, il peut faire aussi un risque de néoplasie en dehors de la maladie de la RCH ou de l'Immurel. Et là, sur 6 patients, j'ai eu que 2 qui sont encore en rémission, les autres, ils ont fait vraiment des poussées. Donc vraiment, faites attention aux pancolites. Et quand on arrête l'Immurel et qu'on voit qu'on est dans de bonnes conditions, bonne cicatrisation, longue rémission sous Immurel, là on peut arrêter l'Immurel dans ces conditions, mais toujours remettre le traitement d'entretien avec les 5 CASA. Je ne laisse pas un patient RCH avec 0 traitement, donc si j'arrête l'Immurel, je dois le mettre sous 5 CASA. On continue notre histoire et donc le patient la patiente était sous azatioprine, elle n'a pas arrêté bien sûr cette fois-ci, et malheureusement elle fait une forme chronique active. 1 an et demi plus tard, elle fait une rechute clinique et endoscopique. Elle était stressée parce que son fiancé l'a abandonnée. Finalement, il a découvert qu'elle avait la maladie et le stress, c'est aussi un motif de poussée malheureusement. Et du coup, quand un patient est sous Immurel, il fait une poussée, on va faire quoi? Eh bien, on va mettre de la biothérapie. On a mis de l'infliximab en combothérapie et ça marche, S0, S2, S6. Elle est en rémission clinique et en rémission endoscopique. Alors ici, elle vous dit, bon voilà, je suis sous combothérapie, j'ai dépassé 1 an et demi, je suis bien, est-ce qu'on peut arrêter l'Immurel dans la combothérapie? C'est-à-dire qu'on va désescalader le traitement. Et là, il n'y a pas beaucoup de littérature par rapport à ça. Plus de travaux dans la maladie de Crohn, mais ou alors dans la rectocolite hémorragique, ce petit travail français qui montre qu'il faut faire de la combothérapie au-delà de 9 mois pour avoir un meilleur bénéfice par rapport à la désescalade. Et que dit le consensus? Il dit que quand on a fait une combothérapie de 2 ans, infliximab ou adalimumab avec Immurel, au bout de 2 ans, le risque, il diminue. On peut arrêter l'Immurel. Par contre, il est plus facile d'arrêter l'Immurel dans la maladie de Crohn intraluminale que dans la rectocolite hémorragique. Il dit que le taux de récidive est plus important dans la RCH. Donc vraiment, prudence, prudence avec la rectocolite hémorragique. Il est donc recommandé d'associer un traitement immunosuppresseur à l'infliximab pendant au moins 1 année jusqu'à l'obtention d'une rémission prolongée, clinique et endoscopique avant d'envisager l'arrêt de l'immunosuppresseur et toujours avec les règles et les recommandations dont on a parlé, c'est-à-dire la rémission endoscopique. Alors on a arrêté l'azatioprine, la malade va bien. Maintenant on ne sait plus, une petite jeune fille, elle a 32 ans, elle est en rémission depuis 8 ans et elle vous dit c'est bon, je veux partir au Canada, je suis informaticienne, j'ai un travail et le Rémi4, je ne peux pas l'emmener avec moi. Comment je dois faire? Vous me désescaladez, ça fait 8 ans que je suis en rémission. Ça, c'est le quotidien ces dernières années de nos jeunes. Et alors, peut-on arrêter l'anti-TNF? Cette fois-ci, il est en monothérapie. Eh bien, le travail belge très intéressant qui s'est intéressé à cette question pour voir quand est-ce qu'on peut arrêter l'anti-TNF quand le malade va bien. Dans cette étude Taxit, ils disent qu'attention, il faut vérifier le taux résiduel de l'infliximab, c'est-à-dire voir s'il est en taux thérapeutique qui est de 3 à 7. Et là, on remarque que quand le taux il est bien, eh bien ça marche. On peut désescalader, c'est-à-dire que si on est en optimisation, on peut diminuer la dose et si on est en 5 mg, on peut tenter la désescalade. Que disent les méta-analyses par rapport à l'arrêt de l'anti-TNF dans la RCH? Toutes les méta-analyses disent qu'au bout de 12 à 24 mois, 1 à 2 ans, 36% de patients, si on leur arrête les anti-TNF, vont rechuter. Et quand on analyse et on essaie de voir quels sont ces patients qui ont rechuté, les facteurs prédictifs, eh bien, on va voir que la rémission endoscopique est toujours là. Que si le patient n'est pas en rémission endoscopique, eh bien, la rechute, elle va être plus importante. Donc, ne pas se contenter que de la rémission clinique. Il faut exiger la rémission endoscopique. Et vous l'avez vu, elle est quand même plus simple à diagnostiquer, plus simple à surveiller dans la rectocolite hémorragique. Aussi, une nouvelle qui est rassurante, c'est que ces patients-là qui ont des escalades et qui rechutent, eh bien, le retraitement des anti-TNF
est possible et en général, 80% des patients peuvent être retraités et ça c'est très rassurant. C'est le discours que j'ai tenu il n'y a pas longtemps à un jeune homme aussi qui est parti en famille au Canada et qui me dit comment je vais faire. Je lui dis ça fait quand même 5 ans, donc on l'a arrêté de notre hôpital du jour. Il est parti pour le moment, tout va bien, on est à 9 mois, mais je l'ai quand même mis au 5-ASA. Parce qu'en plus, il est intolérant à l'immurel, donc pour le moment, ça va bien. Alors, pour finir, il faut savoir que le risque global de rechute après arrêt d'un anti-TNF dans la rectocolite, il est globalement de 40%, qu'une désescalade de l'infliximab peut être proposée chez des patients qui ont des taux élevés, taux résiduels, que le retraitement par thiopurine ou anti-TNF est efficace dans la grande majorité des cas, et que dans les situations où vous arrêtez tous ces traitements, il ne faut jamais laisser les malades sans 5-ASA, et donc 5-ASA systématique. Bien entendu, une fois qu'on a arrêté que le traitement, on a désescaladé ou arrêté le traitement, ça ne veut pas dire que le patient, bye-bye, il ne revient pas voir son médecin. Il faut lui dire que c'est très important, le tight control, contrôle serré, parce que la cible est toujours la rémission et que maintenant qu'il n'a plus de traitement, il faut vraiment être plus sérieux dans les contrôles, surtout la première année, suivi clinique, biologique. Bien sûr, la calprotectine, si elle était disponible, ça serait une très bonne alternative aux endoscopies, mais on peut se contenter d'une coloscopie courte, rectosigmoïdoscopie, pour voir si déjà il y a une amorce de réponse. Mais la calprotectine est vraiment, le taux va s'élever 3 mois avant la poussée. Donc tous les travaux ont montré que c'était très prédicteur de poussée. Le rythme de la surveillance, bien entendu, il doit être serré et sérieux. En conclusion, on dira que avant de décider de parler de désescalade thérapeutique dans cette situation de rectocolite hémorragique, il faut toujours peser le pour et le contre, c'est comme dans toutes les situations, savoir si c'est le bon moment, quel est le risque d'une rechute de la maladie chez ce patient et est-ce que la reprise du traitement est-elle possible sans risque et avec la même efficacité? Et donc je finis par vous dire 5-ASA dans la RCH, ne pas les arrêter, rassurez vos patients, c'est très bonne tolérance. Et tout va bien, et je vous remercie. On passe à la session hépatologie et j'invite les messieurs modérateurs, professeur Afrej, docteur Kazoula et docteur Bourgoud et professeur Tebzi pour sa première présentation. Bonjour, donc on continue sur notre lancée et on laisse la parole au professeur Debzi pour nous parler de l'évaluation de l'efficacité du traitement dans les hépatopathies dissimilitaires. À vous la parole, monsieur Debzi. Merci, docteur Kezoula, chers amis, chers collègues. Donc, je suis content de venir à Sétif pour ce marathon de l'hépato-gastroentérologie, puisqu'on a vu ce matin tout ce qui est gastroentérologie, endoscopie. On va parler un peu de maladies hépatiques et je vais vous parler de l'hépatite auto-immune. Alors pour dire en introduction, ça reste un diagnostic d'exclusion. Je sais que les collègues ont plus l'habitude de voir les hépatites virales B et C. Le diagnostic est toujours un peu un challenge parce qu'il se fait sur un faisceau d'arguments. Et des fois, quand on n'a pas assez d'arguments, on peut utiliser des scores. Alors, à l'ère des marqueurs non invasifs et du fibroscan, la PBH reste ici le gold standard. Alors, est-ce qu'il y a des statistiques concernant l'hépatite auto-immune? Il n'y a que des séries hospitalières chez nous, mais les meilleures statistiques ou la meilleure épidémiologie, c'est dans les pays scandinaves. Et on peut estimer ces maladies à 1 à 2 pour 100 000 habitants. Il y a 2 pics
Donc les pédiatres connaissent bien la maladie et nous aussi, les adultes, on connaît aussi bien la maladie. Alors les éléments du diagnostic, l'hypergamma est importante, elle est à IgG. Je reviens sur la PBF pour dire qu'il y a un signe important, c'est l'infiltrat inflammatoire avec l'hépatite d'interface qu'on verra sur une prochaine diapo. Les auto-anticorps, ils sont à la base, si vous voulez, de la physiopathologie de la maladie, puisque c'est nos propres anticorps qui vont détruire nos cellules hépatiques. Et on verra qu'il y a deux types d'hépatite auto-immune, la type 1 qu'on voit plus chez l'adulte et la type 2 qu'on voit plus chez les enfants. Il y a une forme particulière, la type 3, qui fait un peu partie des séronégatives. La réponse aux corticoïdes est importante. Elle fait partie également de la définition, surtout dans les séronégatives. Vous donnez des corticoïdes, si le patient répond, vous affirmez qu'il y a une hépatite auto-immune. Il y a un contexte auto-humain, sans être sexiste, c'est la femme qui est plus touchée par l'hépatite auto-immune. On a parlé ce matin de maladie cœliaque, la maladie cœliaque est associée aussi à l'hépatite auto-immune, le diabète également, et vous avez l'HLA, DR3 ou DR4. Alors la présentation clinique peut être aiguë ou chronique. Aiguë, c'est l'hépatite aiguë forme commune, comme une hépatite virale. Vous avez l'hépatite aiguë sévère sans insuffisance hépatocellulaire et vous avez l'hépatite aiguë sévère avec encéphalopathie hépatique. Ça constitue une urgence au traitement et on doit toujours évaluer la réponse pour voir si on doit lister le malade sur une liste de greffe hépatique. Et vous avez l'insuffisance hépatique sur une cirrhose ou sur une hépatopathie chronique qu'on appelle ACLF, c'est-à-dire Acute on Chronic Liver Failure. Dans les formes chroniques, nous avons l'hépatite chronique, la cirrhose compensée et la cirrhose décompensée. Donc voilà pour la présentation clinique. La PBH, elle est importante, elle oriente, elle n'est pas spécifique, mais parce qu'on peut retrouver de l'infiltrat lymphoplasmocytaire dans des hépatites virales, mais là, il est très important. Vous avez également l'empérilipolèse, donc c'est un mot savant pour dire que vous avez une autre cellule dans la cellule hépatique. Et généralement, c'est le lymphocyte qui est dans la cellule hépatique, comme vous le voyez sur la planche B. Et sur le C, vous avez les rosettes, donc hépatocytaires, vous avez un amas d'hépatocytes qui va former des rosettes. Alors, les auto-anticorps, vous savez que maintenant, dans la médecine libérale biologique, je vais dire, vous avez tous les auto-anticorps qui sont disponibles. Si vous mettez bilan d'auto-immunité, maintenant vous avez des kits tout prêts, comme des lapsticks. On met la bandelette dans votre prélèvement sanguin et vous avez tout un panel d'auto-anticorps. Et des fois, ça reste un peu difficile à interpréter. Et c'est pour ça que j'ai dit en introduction, rester dans un diagnostic d'exclusion et rester sur des faisceaux d'arguments cliniques, biologiques et histologiques, toujours. Quand vous avez ces trois éléments, vous pouvez poser le diagnostic. Ça ressemble un peu au Mickey, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Gamard de Mickey. On donne aussi de l'Immurel, nous aussi. Alors, voilà les auto-anticorps que nous avons. Bon, je vais résumer pour dire ce que vous connaissez le plus, c'est les anticorps nucléaires, mais ils ne sont pas spécifiques du foie. Vous avez plus les LKM et les 1 et 3 qui sont plus spécifiques. Et vous avez les SLA, les Solid Liver Antigen, qui peuvent poser le diagnostic d'hépatite auto-immune de type 3. Alors, les auto-anticorps ne suffisent pas, je viens de le dire. Pourquoi? Parce que vous pouvez les retrouver dans les hépatites virales, vous pouvez les retrouver dans la NASH également. Donc vous voyez que, bien sûr, dans la CBP et aussi dans la cholangite sclérosante primitive. Donc on se méfie. Certains ont une bonne spécificité, surtout beaucoup plus les LKM et les SLA, mais d'autres
en plus de la sensibilité que de la spécificité. Alors, quels sont les types d'HAI? Vous avez des HAI de type 1, quand vous avez les anticorps antinucléaires et les antimuscles lisses, c'est 80% des cas. C'est une maladie généralement progressive. Les auto-immunes de type 2, c'est avec les LKM 1 et 3. Elles se retrouvent surtout chez l'enfant, et c'est à peu près 20% des cas, et ça donne des hépatites graves, fulminantes. Et vous avez les auto-immunes de type 3, c'est là où on demande en deuxième option les Solid Liver Antigen, les SLA. Elles sont similaires au type 1, sauf qu'elles sont plus difficiles à traiter. Le diagnostic différentiel, deux choses importantes. Donc bien sûr, vous devez éliminer toutes les autres hépatopathies, mais surtout celles qui chevauchent, parce que vous serez obligé de donner les deux traitements. Celles qui chevauchent, c'est surtout donc la CBP et la cholangite sclérosante primitive. Vous trouvez deux critères de chaque maladie. Une motion particulière pour les hépatites médicamenteuses, parce que l'hépatite médicamenteuse peut entraîner une auto-immunité. Et donc vous retrouvez des auto-anticorps, et des fois il faut faire le diagnostic différentiel entre une auto-immune vraie et une auto-immune induite par les médicaments. C'est simple, c'est la réponse aux corticoïdes. Dans la médicamenteuse, il n'y aura pas de rechute, sauf si vous donnez le médicament. Par contre, dans l'auto-immune, elle est caractérisée par les rechutes. Alors, les scores sont importants, surtout dans les formes séro-négatives. Vous avez le nouveau score qui est simplifié, également, qu'on peut utiliser. Et chez l'enfant, les scores marchent moins. Et comme il y a des chevauchements entre cholangite sclérosante et hépatite auto-immune, généralement chez l'enfant, on fait la bili-RM. On associe la bili-RM. Alors, la prise en charge thérapeutique, vous avez toujours entendu parler de traitement d'attaque et traitement d'entretien. C'est un traitement purement symptomatique. Donc, on va casser la poussée d'hépatite auto-immune avec les corticoïdes, et le traitement par l'Immurel, par l'azatioprine, permet l'épargne. Comment juger de la réponse thérapeutique? Sur les nouveaux guidelines, il faut une réponse biochimique totale. Donc il faut que les transaminases soient normales, ainsi que la bilirubine, et aussi l'histologie. L'histologie également doit faire partie de la réponse. Les schémas thérapeutiques, vous avez deux schémas thérapeutiques, c'est corticoïdes plus azatioprine. Les Américains donnent 50 mg d'Immurel. Par contre, les Européens font à peu près comme dans les Mickey, ils donnent jusqu'à 2 mg par kilo et par jour d'azatioprine. Alors, les indications du traitement. On traite quand il y a une fibrose avancée, bien sûr, quand il y a une maladie donc active avec beaucoup d'hépatites d'interface. Est-ce qu'il faut traiter les hépatites donc minimes qu'on retrouve donc à l'histologie? Le traitement reste optionnel. Il doit se discuter au cas par cas. Si vous ne traitez pas, vous êtes obligé à 3 mois de réévaluer le patient. Alors, les indications thérapeutiques, j'en ai parlé aussi pour les aigus en introduction. Quand vous avez une hépatite grave avec ou sans hépatite fulminante, vous devez tout de suite lister le patient pour une greffe hépatique, parce qu'il y a de l'insuffisance hépatocellulaire, et au bout de 7 jours, vous devez évaluer la réponse thérapeutique. S'il y a réponse, ça veut dire qu'il est sur le bon chemin. S'il n'y a pas de réponse, il faut penser à la greffe. Alors, j'ai dit que c'était un traitement purement symptomatique. 80% des malades vont rechuter. Donc, à l'arrêt du traitement, les patients rechutent. Et on a des poussées successives. Donc, à peu près, on va dire, il y a 20% de réponses. Et dans ces 20%, on peut arrêter le traitement si on a une réponse biochimique et histologique. Si on n'a pas la réponse biochimique et histologique, il va y avoir une récidive et on n'arrête pas le traitement dans le cadre des cirrhoses.
Alors, les facteurs prédictifs de rechute, je viens d'en parler. Les facteurs prédictifs de rechute, c'est essentiellement l'histologie. C'est l'histologie. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une réponse clinique et biologique, alors qu'à l'histologie, vous avez encore de l'hépatite d'interface. Donc c'est pour ça que l'histologie est importante dans l'arrêt du traitement. Alors, quand il y a une intolérance à l'azatioprine, donc où on peut utiliser, il y a encore des auteurs qui utilisent la 6-mercaptopurine, donc soit l'un ou l'autre, et généralement, c'est une indication au traitement de deuxième option, quand il y a une intolérance, c'est le mycophénolate mofétyle. Au début, on pensait que le MMF était considéré comme un traitement de deuxième intention. Finalement, il marche quand il y a une intolérance à l'azatioprine. Il fonctionne moins bien quand un patient ne répond pas. Maintenant, si j'ai un échec, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est la plaque suivante, c'est le traitement de troisième ligne. Vous avez une excellente review sur Journal of Hepatology. Alors vous avez le tacrolimus, la cyclosporine, infliximab, rituximab, méthotrexate, cyclophosphamide, everolimus. Aucun de ces traitements ne donne un résultat. C'est tous des case reports, donc ils se discutent en milieu spécialisé et au cas par cas. S'il y a un échec, surtout dans les aigus, ou surtout quand il y a de la cirrhose, il faut discuter la transplantation hépatique. Vous avez aussi cet excellent article qui rapporte l'expérience française sur différentes périodes, sur les patients greffés pour hépatite auto-immune. Et vous voyez que à droite, vous voyez sur 3 périodes de 87, 96 et 2006, les résultats n'ont pas changé. C'est à peu près 80 à 90% de survie à 1 an. Ce qui change, c'est ceux qui ont eu donc une ACLF avant la transplantation, c'est-à-dire qui ont eu une décompensation aiguë sur cirrhose avec insuffisance rénale. Ceux-là ont un moins bon pronostic par rapport aux patients qui n'ont pas fait d'ACLF. Voilà, pour terminer, donc devant une suspicion d'hépatite auto-immune, ça reste un diagnostic d'exclusion. Ça, c'est l'algorithme proposé par l'American Association Study of Liver Disease. Donc, toujours le couple biopsie plus auto-anticorps, toujours. Chez les enfants, on va plus utiliser les LKM1, d'accord, et chez l'adulte, les antinucléaires et les anti-muscles lisses. S'il y a, bien sûr, si vous avez donc des P en K en deuxième intention, si c'est négatif, vous faites les P en K, les solid liver antigènes, les antitransglutaminases et les AMA. Les antitransglutaminases, méfiez-vous. Des fois, vous avez des maladies cœliaques qui sont méconnues et vous pensez que le patient ne répond pas. Et la cytolyse est due à la maladie cœliaque. Donc, méfiez-vous de la cœliaque. Donc, quand vous avez ceux-là sont négatifs, bien sûr, vous allez évoquer, bien sûr, le chevauchement hépatite auto-immune et cholangite sclérosante. Quand vous avez une atteinte des voies biliaires, vous allez penser plus à l'overlap avec la cholangite biliaire primitive et la cholangite sclérosante. Quand il y a de la graisse, vous pouvez avoir de l'auto-immune avec la NAFLD, ou bien s'il n'y a pas d'auto-immunité, c'est une NASH pure, et je vous remercie pour votre attention. Juste une minute. On invite professeur Chevi, notre maître de gastroentérologie, pour honorer notre professeur Debzi, le président du congrès. Ah, merci. Merci. Je sais. C'était une surprise. Oui. Bonjour, je suis toujours comblé d'honneur
de la part de mes amis gastro-entérologues certifiés. Je les remercie pour leur invitation. Je les remercie pour l'accueil qu'ils me font à chaque fois que je suis là. J'en suis profondément ému. Et je suis d'autant plus ému qu'ils me donnent l'occasion et le privilège d'honorer mon ami, le professeur Debzi. Alors, je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Je dois lui remettre une médaille. Mon cher ami Nabil, tu mérites largement cette distinction qui est offerte par l'association des gastro-entérologues libéraux des Hauts-Plateaux. Hein, et merci à toi de tout ce que tu fais pour la gastro-entérologie algérienne en général et pour les pathologies en particulier. Tu as formé une équipe magnifique et tu es toujours disponible pour recevoir nos malades. Donc, on te remercie au nom de l'association HAG, mais également au nom de tous les gastro-entérologues de ce pays. Voilà. Merci beaucoup Farid, merci beaucoup à l'HAG. Je suis plus que touché par cet hommage auquel je ne m'attendais pas. Farid Chaoui a été aussi notre enseignant. Il a beaucoup donné, même s'il est parti après dans le libéral. Il a gardé cette arme de l'universitaire et aussi il est impliqué pour que le système de santé fasse des progrès, on l'espère toujours, mais c'est toujours une pierre à l'édifice. C'est une passation de témoins et j'espère que je vivrai ce moment avec mes élèves aussi. Merci beaucoup Farid et merci à l'HAG. Après ce bel hommage et toutes ces émotions, inattendues aussi bien pour nous que pour le professeur Debzi, nous appelons le prochain orateur qui est le professeur Abdelmoun'im Mohamed Chami pour nous parler de la prise en charge nutritionnelle de la NASH. Tafadhal Oustad Chami. أخرج كاين ما فيش Assalamu alaikum. Welcome again, but this time we will talk about the disease of the century. زي ما بنقول في مصر للإخوة اللي كانوا عايزين يسمعوا اللهجة المصرية، زي ما بنقول عدنا والعود أحمد، لكن المرة دي مع مرض العصر the fatty liver disease or مرض الكبد الدهني. Fatty liver disease diet, what against adherence? April month, this month, has the World Liver Day in 19th of April every year. And today we will talk about one of the most frequent disease that affect liver of all the world people. As you know, the fatty liver disease is
A disease characterized by excess accumulation of fat in the liver, and as you know, the normal liver fat content is less than 5%. The fatty liver disease